Donc je voulais appeler Sophie Dizet maintenant pour sa présentation. On a bien senti qu'il fallait quand même, sur tous ces sujets qui concernent les carrières, les trajectoires de carrière des personnels, en particulier paramédicaux, il fallait avoir un regard sociologique sur le sujet. Et donc Sophie est sociologue à l'université de Reims. Elle travaille dans une équipe qui s'intéresse à la sociologie du travail et d'un terme que j'aime bien, qui est celui de la professionnalisation. Je crois que ça comporte beaucoup d'angles, en particulier effectivement cette adaptation progressive à des choses de plus en plus spécialisées. Et elle va donc nous parler de son expérience sur ce sujet dans le domaine des carrières, en particulier d'infirmières. Merci. Merci beaucoup, Dr Sansonetti, de votre invitation et de cette introduction. J'ajouterais que je suis effectivement sociologue du travail, surtout sociologue des groupes professionnels, ce qui m'amène à parler aujourd'hui des cadres de santé, et que nous nous intéressons donc à aujourd'hui les groupes professionnels à l'hôpital et à leur histoire. Alors, pour commencer, je préciserai que mon titre, le titre que j'avais donné à ma communication, qui est « Pour une sociologie des évolutions du groupe professionnel des cadres de santé ». Voilà. Je préciserai juste avant de commencer que je vais parler donc de cette grande famille que vous n'aimez pas, enfin, dont vous n'aimez pas le nom, les paramédicaux, les paramédicales. Je vais genrer mon propos. Puisque c'est un titre qu'il aurait donné. Il faudrait faire l'histoire de ce terme. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais c'est intéressant. Mais il dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Ce sont des gens qui travaillent para, c'est-à-dire à côté des médecins. Et c'est ce qui les caractérise depuis le début, et notamment les infirmières. Alors, je ne vais pas vous parler des infirmières aujourd'hui, mais d'un groupe professionnel donc, qui s'appelle celui des cadres de santé. Et je dirais, pour me fonder sur des travaux qui ont été faits en sociologie sur certains groupes professionnels, qu'on les qualifie souvent d'invisibles. Alors, je me référerai à un travail qui a été fait par Anne-Marie Arborio, alors non pas sur les cadres de santé, mais sur les aides-soignantes, et qui les appelle le personnel invisible. À juste titre, hein, pour avoir fait du terrain dans les hôpitaux, j'ai souvent vu des blouses bleues, roses, ça dépend des couleurs qui sont données, et les médecins les croisent, et puis ils ne les voient pas, ils leur disent même pas bonjour. Hein. C'est ce qu'on entend parfois des aides-soignantes. Nous, ils ne nous voient pas, ils nous disent même pas bonjour, invisible. Et les cadres de santé font de ce fait aussi un petit peu partie de cette catégorie. Je me réfère aux travaux de Paul Bourré, hein, qui avait travaillé sur les cadres de santé il y a quelques années, et qui, elle, parlait de leur travail invisible. Pourtant, elles existent, et je vais les nommer au féminin, puisque majoritairement ce sont des femmes. Elles existent et elles ont un rôle important à l'hôpital. Alors, les médecins ne les aiment pas toujours parce que parfois, elles sont un petit peu là pour les rappeler à l'ordre. Attention, vous dépensez trop, attention, vous ne faites pas assez ci, attention, vous ne faites pas assez ça. Mais elles sont là et on peut dire qu'en fait, elles ont souvent un rôle d'amortisseur. Alors, le terme n'est pas très joli, d'amortisseuse, on va dire, mais elles sont là souvent, disent-elles, pour faire passer des décisions, pour faire passer des programmes auprès de leurs équipes, sachant que les équipes n'ont pas eu voix au chapitre sur ces décisions qui sont prises et qu'elles-mêmes, souvent, cadres de santé, n'ont pas eu cette possibilité de participer à la mise en place et de décider d'avoir leur mot à dire dans ces décisions. Alors, les cadres de santé, celles dont je vais parler, c'est celles qui sont dites les cadres de proximité, donc qui sont au niveau 1, juste au-dessus des équipes soignantes, mais il faut savoir qu'elles s'inscrivent dans toute une hiérarchie qui va jusqu'à la directrice, au directeur des soins et à la coordonnateur des soins, donc qui font partie de la direction à l'hôpital. Alors, pour commencer, je dirais que ce groupe professionnel des cadres de santé a évolué, et a évolué sous l'effet de plusieurs facteurs, ou en lien avec plusieurs facteurs que je vais citer un petit peu dans le désordre, et des facteurs sociaux, bien sûr, qui sont à la fois de l'ordre du micro
ou du macro. Donc je vais les livrer un peu comme ça dans le détail. D'abord, les cadres de santé, elles plongent leurs racines dans certaines origines, et je les citerai notamment à la fin du XIXe siècle, où ont émergé les surveillantes. Alors là, on sortait du cadre religieux et de toute la congrégation. On avait là des mères supérieures qui encadraient déjà du personnel soignant, bénévole, bien sûr, enfin voué à Dieu et à ses saints, mais qui n'étaient absolument pas payés, bien sûr. Et donc, elles émergent à ce moment-là, fin du XIXe siècle. Paris a été le centre de tout ça, notamment la Pitié-Salpêtrière, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et on les appelait déjà des auxiliaires médicales. Bien. Donc, émergence historique liée donc à la constitution d'un groupe professionnel qui est celui des infirmières. Autre facteur, la consolidation, c'est pas l'émergence, c'est la consolidation d'un autre groupe professionnel avec lequel elles ont beaucoup travaillé, celui des médecins. Et notamment le temps passant avec l'émergence de la catégorie de médecins salariés hospitaliers. Autre facteur encore, évidemment, ce sont les orientations, là on est plus à un niveau macro, les orientations des pouvoirs publics et notamment de l'État social qui va piloter le système de santé et à l'intérieur des hôpitaux en partie la gestion des personnels hospitaliers. Avant-dernier facteur que je citerai encore, je ne suis pas exhaustive, celui du groupe professionnel, alors de la famille plus exactement, des paramédicaux et paramédicales qui vont émerger à l'hôpital et avec lesquels elles sont en lutte. Ces infirmières, elles n'étaient pas forcément en bons termes, je ne rentrerai pas dans le détail, avec les autres paramédicaux qui se disaient, bon, les infirmières, c'est un corps massif à l'hôpital, mais nous, on existe aussi. Et on a notamment les kinés qui étaient très, très, très revendicatifs par rapport à ça. Et puis, pour finir, je ne voudrais pas laisser croire que ce groupe professionnel des cadres de santé, qu'on appelle cadres de santé aujourd'hui, ont été passifs, bien loin de là. Elles ont organisé leur lutte aussi par rapport à tous ces facteurs, notamment à travers donc, des revendications professionnelles pour exister, pour acquérir leur légitimité, notamment à travers des porte-paroles, des représentants de ce groupe professionnel pour acquérir plus de reconnaissance. Et je citerai là des associations professionnelles dont vous avez peut-être entendu parler, notamment le CEFIEC et l'ANSIM. Alors le CEFIEC, ça veut dire Comité d'entente des formations infirmières et cadres, et puis l'ANSIM, qui est l'Association nationale des cadres infirmiers et médico-techniques. Voilà. Donc un ensemble de facteurs s'est entremêlé, ça s'est fait au cours du temps, qui ont conduit aujourd'hui à l'existence de ce groupe professionnel des cadres de santé. Alors, pour retracer, j'ai pris un indicateur pour essayer de retracer les périodes. Donc je suis plus dans le passé, mais je vais en arriver à l'avenir, au futur. C'est le nom de ce groupe professionnel, ce nom qui a évolué. On a un sociologue qui s'appelle Everett Hughes qui dit qu'il faut faire attention au nom de métier. Ça a un sens, c'est loin d'être innocent. Alors, dans un premier temps, elles se sont appelées les surveillantes. On les appelait même les susus à l'hôpital. On s'est peut-être disparu, mais on entendait beaucoup parler. Demande à la susu, ce qu'on entend quand même parfois encore sur le terrain. Et ces surveillantes, alors il y avait la surveillante, puis il y avait les surveillantes générales. Donc il y avait déjà une hiérarchie. Et en fait, il y a eu une institutionnalisation de tout ça en 1958. Avec la création d'un certificat qui donnait donc lieu à une formation et à un diplôme, qui s'appelait le CAFIS, Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante, d'infirmière surveillante. Et parallèlement, mais j'en parlerai peu parce que je n'ai pas le temps, c'est le CAFIM qui existait, qui était donc un certificat d'aptitude pour les monitrices, parce que ce groupe professionnel il est complexe, il est composé majoritairement de personnes qui s'occupent des services, mais il y a aussi le côté formateur, notamment formatrice qui intervient dans les écoles d'infirmières. Donc on en est là avec ces surveillantes qui sont reconnues, qui prennent de la place institutionnellement.
Puis ça change. Il y a un tournant en 1975, puisque là apparaissent, exitent les surveillantes et les surveillantes générales, et apparaît un nouveau nom qui est celui des cadres infirmiers. Tiens, curieux, on évacue ce nom de surveillante qui effectivement symboliquement n'était pas très sympathique, hein, surveillée, contrôlée. Bon, elles ont préféré, leurs représentantes ont préféré s'appeler donc des cadres infirmiers. Alors, c'est plus prestigieux d'être dans le groupe, dans le large groupe des cadres. Et là, si la question des cadres en France vous intéresse, je vous renvoie aux travaux très intéressants sur la question des cadres de santé de Luc Boltanski, qui, si vous en avez entendu parler, et de Charles Gadea, qui a pris sa suite qui a prolongé ses travaux sur les cadres de santé. Et je remercie Charles Gadea d'être présent ici. Moi, j'étais la seule sociologue, alors je me suis dit c'est bien qu'on soit un peu en force pour pas me retrouver toute seule. Donc, les travaux de Charles Gadea qui portent sur les cadres, et on voit donc ces infirmières d'origine qui choisissent un nom qui est celui de cadre infirmier. Bon, très bien. Et on voit là petit à petit qu'elles vont se rapprocher, à travers cette notion de cadre, mais pas seulement, de la direction. Autant les surveillantes étaient très proches des médecins, et surtout du patron, c'est-à-dire du chef de service qui intervenait beaucoup pour choisir sa surveillante dans son service, d'autant qu'on était encore à une promotion à l'ancienneté qui n'était pas encore vraiment régulée. Donc, qui était une surveillante proche des soins, ex-infirmière, proche du médecin, voilà, côté médecin. Et là, à partir de 1975, eh bien, il y a un tournant qui s'amorce avec ces cadres infirmiers qui vont petit à petit se rapprocher plutôt des fonctions de direction, des fonctions de gestion et, qui dit cadre, des fonctions de management. Okay. Et puis, dernière étape, c'est celle de 1995. Ça fait déjà 30 ans, mais c'est une autre étape qui est celle d'un autre changement de nom où on ne parle plus officiellement des cadres infirmiers, mais des cadres de santé. Alors, pourquoi ce changement ? Alors pourquoi il faudrait... j'ai quelques explications, mais je n'ai pas le temps de vous les livrer ici. Ça résulte beaucoup de luttes entre paramédicaux, parce que notamment les kinés se sont dit « Et nous, on ne peut pas devenir cadre comme ça, c'est toujours cadre infirmier. Donc on veut qu'on ouvre la possibilité de devenir cadre aux autres paramédicaux. » Bon. Et voilà donc les cadres de santé qui arrivent. Et là, rupture avec la filiation infirmière, puisque ça devient des cadres de santé et les paramédicaux peuvent, alors pas tous, peuvent devenir cadres de santé, ceux de la filière infirmière bien sûr, ceux de la filière de rééducation et ceux de la filière médico-technique. Et là, une lignée vraiment paramédicale, en tous les cas dans les cadres de santé, se met en place, donc encore une fois, des cadres de santé jusqu'aux directrices de soins et aux coordonnatrices générales des soins. Alors, aujourd'hui, comment fait-on pour être cadre de santé ? Comment devient-on cadre de santé ? On passe du passé au présent. Eh bien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect réglementaire et puis il y a l'aspect pratico-pratique, enfin de terrain. Réglementairement, encore aujourd'hui, à l'hôpital, pour être cadre de santé, il faut passer un concours pour pouvoir rentrer à l'IFCS, c'est-à-dire l'Institut de formation des cadres de santé, et suivre une formation d'1 an, à l'issue de laquelle, enfin 10 mois, on est diplômé. On a un diplôme, je crois que c'est un diplôme d'État, mais à vérifier, il y a un doute là-dessus, de cadre de santé. Et là, on peut être embauché dans un hôpital pour devenir cadre de santé. OK. Mais il y a une chose parallèle qui s'est produite, c'est une sorte de dérégulation. Je ne dis pas déréglementation, je dis dérégulation. C'est-à-dire que sur le terrain, d'en bas, hein, la réglementation c'est d'en haut, en bas, eh bien, progressivement, les IFCS, ou les formatrices et les formateurs dans les IFCS, ont progressivement, au cours des années 90, à peu près, mis en place ont fait un rapprochement avec l'université et ont mis en place des conventions de formation avec certains masters, licences, masters, aujourd'hui c'est master,
pour que, parallèlement à cette formation obligatoire pour devenir cadre de santé, eh bien, on suive pendant 1 an une formation de master. En général, aujourd'hui, c'est Master 2. Il faut savoir à peu près que les 36 IFCS qui existent en France aujourd'hui, je crois à peu près tous ont une convention avec un master, et presque tous avec un Master 2. Il y a un effet de marché, donc si on veut attirer les gens dans leur formation, eh bien, il faut offrir la possibilité d'avoir un Master 2. Alors, quels sont, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais quels sont ces masters? Eh bien, majoritairement, ce sont des masters de management et de gestion qui sont offerts parallèlement, dont la formation est offerte parallèlement à l'IFCS, l'Institut de formation des cadres de santé. Ce qui veut dire qu'à l'issue d'une formation de 10 mois, les étudiants et étudiantes ont suivi le programme national des IFCS et les formations en master. C'est, entre parenthèses, vraiment une année extrêmement éprouvante parce que le programme est extrêmement chargé. Bon, ça, c'est une chose, il y a beaucoup de travail. Et puis, surtout, c'est assez dichotomique dans la tête des personnes qui suivent cette formation. Elles sortent de leur expérience professionnelle, parfois au bout de 10 ans, 20 ans, 15 ans, soit en tant qu'infirmière ou autre. Tout à coup, les voilà parachutées dans un IFCS, qui déjà en soi est un peu un changement, et les voilà à l'université. Pour la plupart, elles n'ont jamais mis les pieds à l'université, les voilà dans le monde de l'université, confrontées à des universitaires, avec des disciplines qu'elles connaissent mal, un contenu de formation qu'elles connaissent mal. Donc la digestion de tout ça est assez compliquée, d'autant que, c'est juste une petite parenthèse, ça ne se passe pas forcément toujours très bien entre les formatrices d'IFCS, formateurs d'IFCS, et les universitaires, puisqu'il y a toujours quelque chose d'assez souvent hiérarchisé dans nos sociétés, les universitaires étant souvent regardant un petit peu de haut ces formatrices et ces formateurs d'IFCS et invalidant un peu leur programme et estimant que le master, c'est quand même quelque chose de plus sérieux que cette formation par les pairs, PAIRS, dans les IFCS. Bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme conclusion pour aller justement vers le futur, si tant est qu'on puisse le faire sans vouloir être visionnaire? Bon, on peut voir en fait que ce groupe professionnel a suivi quelque part deux logiques au cours des étapes de son évolution. D'abord, une logique professionnelle, c'est-à-dire être proche plus ou moins des médecins, mais en s'en distinguant quand même et en défendant la profession infirmière qui avait donc sa hiérarchie à travers les surveillantes puis les cadres infirmières. Donc défendre le fait d'être à l'hôpital, d'exister, de ne plus être un personnel invisible et d'exister auprès du médical en tant que représentant des soins, sachant que, selon la rhétorique bien connue, les médecins s'occupent de la maladie et les soignants s'occupent des malades. Donc une logique professionnelle qui a été revendiquée, qui a donné lieu à beaucoup de travaux à cette époque-là, d'intellectuels de la profession qui ont fait valoir la profession infirmière. Puis quand petit à petit, elles se sont éloignées de ce groupe professionnel infirmier et devenus à part entière des cadres de santé, on peut dire que là, en se rapprochant des directeurs d'hôpitaux, qui est un groupe professionnel très intéressant à étudier aussi, qu'il a été peu, et je salue ma collègue Audrey Higelin-Cruz, qui est ici présente, qui fait actuellement son HDR en tant que sociologue sur les directeurs d'hôpitaux, qui pourra très bientôt nous donner plein d'informations là-dessus, à la suite de François-Xavier Schweyer, qui avait travaillé sur cette question. Donc, ces cadres de santé, petit à petit, s'éloignent des médecins, s'éloigne du soin, s'éloigne du lit du médecin, s'éloigne du lit non pas du médecin. C'est un lapsus peut-être révélateur, mais je n'irai pas sur ce terrain. S'éloigne du lit du patient, vous m'avez bien compris. Il y a plein d'histoires qui courent que, comme la surveillante était la maîtresse du service, elle a été nommée. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Donc s'éloigne du lit du patient pour donc se rapprocher du directeur, de l'administration et devenir des gestionnaires et des managers. Voilà. Alors,
Pour finir sur... Ne psychotons pas, merci. Pour finir sur l'avenir, sur le futur, que dire? Bon, encore une fois, moi je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne sais pas du tout ce que les choses comment elles vont évoluer. C'est à suivre, c'est à étudier. En tous les cas, il y a 3 points de vigilance, pour parler un peu comme un manager, que l'on peut prendre en compte pour suivre l'évolution de ce groupe professionnel. D'abord, souligner le attrait pour tout ce qui est universitarisation et masterisation. Il y a vraiment la volonté d'obtenir un master et un master 2 en management, et donc un peu d'invalider ou de laisser tomber un peu leur formation par les pairs en IFCS. Ça, c'est une chose qui peut avoir du poids. Deuxième point important, c'est le fait quand même qu'on peut noter que cette fonction a une faible attractivité. Autant le master est attirant, autant la fonction a une faible attractivité dans les établissements de santé aujourd'hui. On sait bien que les cadres de santé en place ont du mal à pourvoir les postes, qu'elles sont à repérer des candidates volontaires. Et comme il y a beaucoup d'infirmières qui partent déjà, qui sont un petit peu aussi déçues par le travail qu'elles ont à faire en tant qu'infirmières. Donc dans ce vivier-là, on ne peut plus trop trouver. Et même dans celles qui restent, elles n'ont pas envie de se plonger dans la paperasserie, comme elles disent, dans quelque chose qui va les éloigner du soin. Et puis, c'est difficile à l'hôpital aujourd'hui de travailler non seulement en tant qu'infirmière, on le sait bien, mais en tant que cadre, quand il s'agit de passer son temps à essayer de faire des restructurations, de conduire des projets pour fermer des lits, pour gérer le manque de personnel, pour faire des plannings à tour de bras. Alors peut-être que l'IA fera les plannings, je n'en sais rien, j'en doute, mais c'est quand même des postes à faible attractivité. Et se développe une catégorie de personnel qui sont les faisans fonction cadres, qui justement témoignent du fait de ce manque de vocation, et qu'on va mettre des faisans en fonction pendant 1 an, 2 ans. Alors la PHP se dit pas plus de 2 ans en tant que faisant fonction, à voir. Mais c'est quand même quelque chose qui se développe et qui essaie de pallier ce manque d'attractivité. Dernier point, c'est si on va de la dérégulation à la déréglementation. C'est-à-dire que si la digue réglementaire lâche, c'est-à-dire si le fait de passer par la formation IFCS et donc d'avoir le diplôme de cadre santé n'est plus obligatoire pour devenir cadre de santé. Je ne sais pas, il faut savoir qu'il y a plein de réingénieries qui se font, des formations paramédicales, que la réingénierie de la formation paramédicale des cadres de santé n'aboutit pas. Elle traîne depuis une dizaine d'années. Bon, là, elle serait relancée, je ne sais pas, à voir. Mais en tous les cas, dans le cadre de cette réingénierie, à voir, il se peut qu'il y ait un relâchement du côté réglementaire et qu'on dise, maintenant, il se peut que des cadres qui n'ont pas le diplôme de cadre de santé, mais qui ont un bon Master 2 ou une bonne expérience professionnelle dans le privé, en tant que manager, chez Bouygues, qui a vraiment l'expérience de ce que c'est que d'être un cost killer, eh bien, on va pouvoir aller l'embaucher pour le mettre en place de cadre de santé, cadre sup, directeur des soins, etc. Là, ça risque effectivement très profondément de changer le profil de ces cadres de santé, leur identité professionnelle et leur rapport éventuellement avec leur cher médecin. Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.